Bonjour, mesdames, messieurs, et merci d'être là. Nous accueillons aujourd'hui M. Daniel Lessard. La plupart d'entre vous, vous allez le connaître. Évidemment, c'est un journaliste qu'on a vu souvent à la télévision, qu'on a entendu à la radio, et puis autant même comme journaliste à Radio-Canada à Ottawa que comme commentateur. Mais depuis 10 ou 11 ans, là, on le voit beaucoup moins comme journaliste et on en entend parler beaucoup plus comme auteur de romans. Et puis, c'est un peu pour ça qu'on l'invite aujourd'hui, parce que récemment, il a lancé un roman policier dont nous allons parler tantôt, mais auparavant, si vous n'avez pas d'inconvénients, on va revenir un petit peu sur vos origines. Vous venez du coin ici, évidemment. Oui, salut Jacques. Je viens de Saint-Benjamin, c'est tout près. À Saint-Benjamin, on aime dire que Beauceville est la capitale de Saint-Benjamin. On y va de temps en temps. Oui, de ça. Pour éviter d'aller dans la plus grande ville à Saint-Georges. Okay. Mais Saint-Benjamin, j'en suis très fier. C'est ici que vous avez passé votre jeunesse, là, si on veut. C'est ça. J'ai grandi à Saint-Benjamin, j'ai fait mon cours classique au séminaire Saint-Georges. Et ensuite, je suis parti. Autour de 21 parti, au début, je pense que vous étiez plus dans la radio, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. J'ai commencé comme annonceur. C'est ce que je voulais devenir, annonceur de radio et pas journaliste. Alors, j'ai suivi un cours d'annonceur à Québec et j'ai envoyé des enregistrements dans plusieurs stations. J'ai eu 2 propositions d'emploi et j'en ai accepté une qui était CKBM Montmagny. C'est là que j'ai commencé. Je ne suis pas resté très longtemps. Pour préciser aux gens, là, quand on parle d'annonceur, c'est un peu comme Bernard de Rome. C'est la personne qui Bernard se considère plus comme un journaliste. C'est plus comme à l'époque Henri Bergeron ou les gens là, qui font des présentations mais qui ne sont pas nécessairement journalistes. Ça existe beaucoup moins maintenant. En information, maintenant, un présentateur est aussi un journaliste. Patrice Roy est avant tout journaliste, mais animateur. OK. Donc, vous avez fait ça un petit bout de temps là, pour des postes de radio? J'ai fait 4 mois à CKBM Montmagny. J'ai fait presque 1 an à CJRC Ottawa du réseau Radio Mutuel. Et en 70, au moment de la crise d'octobre, j'ai eu une offre d'emploi à CKAC à Montréal où j'ai passé 2 ans. C'est là que je suis devenu journaliste. C'est là que j'ai appris le métier. J'en avais fait un peu à CJRC, mais c'est ce qu'on appelle des faits divers, des chiens écrasés, incendies, accidents, etc. Mais à CKAC, je suis vraiment plongé là, dans la nouvelle, dans l'information. Et c'est là où je suis devenu journaliste. Et j'ai appris à aimer ça parce que je voulais toujours être annonceur. OK. Puis avez-vous couvert la crise d'octobre en arrivant? Oui. En arrivant, je suis arrivé 5 jours avant l'assassinat de Pierre Laporte. Et vous vous souvenez peut-être, mais CKAC était la boîte à lettres du FLQ à ce moment-là. Okay. Chaque fois qu'il y avait un communiqué, il y a quelqu'un de CKAC qui en était informé. On allait chercher le communiqué, soit dans une poubelle, soit dans l'endroit où il l'avait laissé, avec la police à nos trousses tout le temps. Et c'était une période... C'était une période énervante, excitante pour un journaliste comme moi qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Je commençais dans le métier, puis bon, je n'avais pas fait beaucoup d'informations à part les faits divers à Ottawa. Donc, j'étais très inquiet, d'autant plus que le journaliste qui avait été chargé de ma formation le matin, Louis Fournier, a été arrêté en vertu de la loi des mesures de guerre. Alors ça m'a donné la frousse, pour ne rien dire. Et chaque matin, quand je rentrais au travail à CKAC, il y avait des soldats à l'entrée de la station de radio. Il fallait s'identifier, etc. C'était très, 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 très inconfortable, mais c'était une période absolument extraordinaire. Sur le plan journalistique, je ne te parle pas de plan politique. Non, mais ça a commencé fort, en tout cas. Oui. Mais c'est là où je suis devenu journaliste. C'est là où j'ai appris à faire ce métier-là et que j'ai continué à le faire ensuite jusqu'en 2011. Vous l'avez fait pour Radio-Canada longtemps? Je suis rentré à Radio-Canada en 1972 dans la station régionale à Ottawa. Comme journaliste, j'ai fait un peu de tout au début, mais à la fin, j'étais spécialisé, c'est un bien grand mot, je couvrais en priorité les affaires municipales, conseil municipal de Hull, de Gatineau, les conseils municipaux de la région, un peu le scolaire. J'ai fait beaucoup de scolaire et d'affaires municipales et j'aimais beaucoup ça. Et dans la dernière année, je suis devenu animateur de l'émission d'information locale à Radio-Canada à Ottawa et en 1979, coup de téléphone de Montréal, ça te tente-tu de devenir correspondant parlementaire au Parlement fédéral? Il y a des élections qui s'en viennent. Joe Clark vient d'être élu, ça va bouger. On cherche une personne. J'ai dit oui et c'est là que tout a commencé, ma carrière sur la colline parlementaire à Ottawa. Mais c'est un gros poste, ça. Vous avez quand même une bonne promotion à ce moment-là. Oui. Non, écoute, tu rêves dans ce métier-là, tu rêves
Tu fais des nouvelles régionales pendant un bout de temps, des nouvelles locales pendant un bout de temps, mais à un moment donné, tu veux devenir un reporter national ou un reporter international. Moi, je visais plutôt l'Assemblée nationale à Québec que le Parlement d'Ottawa, mais l'offre est venue de Montréal pour travailler au Parlement d'Ottawa, à la radio pour commencer, et j'ai évidemment dit oui tout de suite. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvé en pleine campagne électorale. On m'a dit, tu vas couvrir le chef du NPD à Broadband. Et là, j'ai fait le tour du Canada, Jacques, pour la première fois de ma vie. Je n'étais jamais allé plus loin qu'Ottawa. Et là, je me suis retrouvé en avion avec Ed Broadband. La première journée, on est parti d'Ottawa, on s'est rendu jusqu'à Vancouver. Et on est revenu. C'était une campagne électorale imprévue. En plein hiver, on gelait comme comme tu sais quoi. Puis j'avais peur de l'avion en plus. Alors, écoute, ça a été toute une première semaine. Mais la campagne a duré 45 jours. Je l'ai fait au complet avec Ed Broadband. Et ça a été là aussi une très, très grande expérience. Et en revenant à Ottawa 2 mois plus tard, il y a 2 postes qui se sont libérés à la télévision et on m'a dit, as-tu le goût de faire de la télévision? J'ai dit, ben oui, j'ai le goût de faire de la télévision. Alors, je suis devenu correspondant national à la télévision. Et juste pour la petite histoire, une semaine après, on me disait, tu t'en vas couvrir la conférence du Commonwealth, suivre le premier ministre Trudeau, le père, à Melbourne, en Australie. J'ai dit, oh là 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 là. Mais écoute, c'est allé très vite. J'ai été chanceux. Être au bon endroit au bon moment, c'est ce que ça veut dire. Et le reste, bon... Je pense bien que faire du bon travail, ça doit aider aussi. Ça aide aussi, beaucoup, il n'y a pas de doute. C'est quoi qui fait qu'à un moment donné, on décide d'arrêter ça? Je pourrais bien dire parce que j'étais fatigué, mais au rythme où vous écrivez des livres, on a de la misère à le croire. En 2011, j'animais l'émission Les coulisses du pouvoir et je faisais un peu d'analyse au téléjournal. Et j'avais l'impression de tourner en rond, j'avais l'impression que je m'ennuyais. Et j'avais commencé à penser à prendre ma retraite. J'avais parlé au patron, il m'avait dit, on reste une autre année de plus. On a quelqu'un qui va pouvoir te remplacer, mais pas tout de suite, reste une autre année de plus. Je suis resté une autre année de plus. Et un dimanche, aux coulisses du pouvoir, en faisant une entrevue avec Denis Coderre, c'est là que le déclencheur est arrivé. Tu connais Denis Coderre, les grandes gueules, a réponse à tout, c'est facile à l'interviewer. Tu lui dis, puis Denis, puis il part pendant 10 minutes. Et après l'entrevue, il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Ben, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça. Je lui ai dit, ben, écoute, tu n'as pas l'air dedans, tu n'as pas l'air impliqué. Il a dit, écoute, Denis, je viens de réaliser que là, je suis rendu au bout du chemin. Je n'arrive plus à me motiver, je n'arrive plus à me préparer comme il faut. Avant de faire un fou de moi, je vais prendre ma retraite. Une fois à la retraite, tu te mets à l'écriture de Maggie, qui est un roman historique. Pourquoi un roman historique? Est-ce que tu es féru d'histoire? Regarde, mon grand-père, Roméo Lessard, a été maire de Saint-Benjamin pendant plusieurs années. Il a été préfet de comté. Il était tout sauf marié. Ça, il laissait ça au curé, puis il ne voulait rien savoir. Il y a eu des chicanes immenses avec le curé. Et il y avait par chez nous, à Saint-Benjamin, à l'époque, Cumberland Mills, que tu connais, faisait partie de Saint-Benjamin. Et ils avaient droit, les protestants, à un représentant au conseil. Mon grand-père avait appris un peu l'anglais quand il avait travaillé pour la Brown Corporation dans la région de Lévis. Donc, il parlait un peu anglais. Le représentant des Anglais, des protestants, ne parlait qu'anglais. Quelques-uns baragouinaient le français, mais lui, non. Donc, et c'est là qu'il les a connus. Et ça causait beaucoup de friction, pour faire une histoire courte, parce que le curé lui disait tout le temps, mais oh, parle pas aux protestants, sinon je vais te faire excommunier. Sauf que le gars, il était sur le conseil municipal, il n'y avait pas tellement de choix, mais bon, les prêtres à ce moment-là. Et mon grand-père avait la bonne habitude de prendre beaucoup de notes sur tout ce qu'il faisait. Et des tas de trucs qui n'étaient pas intéressants, les bouts de chemin, les clôtures, les contrats, des discussions politiques. Mais il était aussi juge de paix. Et ça voulait dire femmes battues, pauvreté, toutes ces questions sociales importantes. Et il y avait eu un moment donné, et c'est célèbre dans l'histoire de Saint-Benjamin, un procès des Macros. On accusait un protestant et un catholique s'accusaient mutuellement de se déranger avec une protestante et ça avait fait un drame épouvantable. Mais comme de ce temps-là, on n'allait pas voir les avocats, ça coûtait trop cher, on ne plaidait pas. Si le juge de paix qui devait trancher ça. Alors, mon grand-père s'est retrouvé un bon dimanche après-midi à présider un procès, mais ça a viré à rien parce que c'était tellement ridicule comme argument. Mais tout ça pour te dire qu'il y avait dans ces notes beaucoup de trucs intéressants, comme ça. Et c'est de ça que je me suis inspiré.
de la rivalité protestant-catholique, qui est un phénomène très intéressant, pas beaucoup exploité au Québec, pour écrire mon premier roman, en me disant, c'est le seul roman que je ferai dans ma vie, mais j'aurais accompli un de mes rêves, j'aurais écrit un roman, et bon, le roman est sorti, j'ai raconté l'histoire, j'ai découvert plein de choses sur la relation entre les catholiques et les protestants. Ils se méfiaient l'un des autres, les prêtres catholiques, autant que les bishops anglais et irlandais se méfiaient l'un des autres et se menaçaient d'excommunication respective. C'est un peu ridicule, mais c'était l'Église de l'époque. Et tout ça pour te dire que le premier roman a été fait. Ça a bien fonctionné. Il s'en est vendu plusieurs milliers d'exemplaires. Et là, mon éditeur, Charles Serre, m'a dit, Daniel, tu ne peux pas t'asseoir et pas en faire un deuxième. Des gens veulent connaître la suite. Et c'est parti. À partir de là, j'en ai fait un par année. J'ai fait 4 sur Maggie. Puis, mais c'est un peu étonnant quand même de voir qu'avec les motivations un peu là, que tu avais au départ, là, qui était l'histoire de Saint-Benjamin, de par ce que ton grand-père pouvait avoir écrit, d'en arriver à faire des romans policiers. Est-ce que tu es un grand consommateur de romans policiers? Oui, pas exclusivement, mais j'en lis beaucoup. À un moment donné, après les Maggie, après la Dalle des morts, sur les cimetières de Saint-Léon, je me suis dit, bon, finalement, j'essaie d'écrire un roman policier, puis ça ne marche pas. Tant pis, je l'oublierai. Et j'ai écrit le premier qui était Péril sur le fleuve, en l'accent beaucoup sur les problèmes d'environnement, etc., etc. Et ça aussi, ça a bien fonctionné. Et Charles m'a dit, bien, écoute, tu peux alterner une année un roman historique, l'autre année un roman policier. Et c'est ce que je suis en train de faire là, depuis 5 ou 6 ans. Le Crime parfait, c'est mon 4e roman policier. Le 3e avec les deux mêmes de la policière, l'inspectrice Sophie Comtois et la journaliste Marie-Lune Beaupré. Et le prochain sera, je retourne à mes racines historiques, j'ai plein de petites histoires en tête que j'avais envie d'utiliser en me disant, bon, certaines feraient peut-être un roman, mais il n'est peut-être pas assez étoffé pour faire un roman complet. Alors, j'ai décidé de faire un recueil de nouvelles, beauceronnes pour la plupart, en partant de faits vécus, très historiquement, là, très près, comme par exemple sur l'immigration des Beaucerons et des Québécois en général vers les États-Unis à la fin du 18e siècle, début du 19e, sur la grande crise de 1930, sur les barbottes. Tu sais ce que c'est une barbotte? Non, je ne sais pas ça, moi. Je ne sais pas ce que c'est. Il y en avait une célèbre à Beauzile, c'était un débit de boisson clandestin pendant la Prohibition. Et c'est ça, je suis en train de faire un. En ce moment, celle sur laquelle je travaille, c'est un meurtre sordide, pas un meurtre, un traitement sordide d'enfants à Saint-Zacharie en 1933, genre d'histoire horreur l'enfant martyr. Mais là, pour être bien clair, est-ce que c'est des nouvelles dans ces contextes-là? Ben, si, c'est comme... C'est des nouvelles dans ces contextes-là. Okay. Il y a toujours le fond historique qui est rigoureusement vrai, et à travers ça, cheminer des personnages, que ce soit une histoire d'amour, soit une histoire familiale, mais le fond est rigoureusement vrai. J'en ai fait un sur un des plus grands incendies de Saint-Victor, il y en a eu 4 ou 5, et il est rigoureusement vrai. Mais à travers ça, pour le rendre plus comestible pour les gens qui ne sont pas des Beaucerons et pour les lecteurs en général, j'ai un début d'histoire d'amour entre un prêtre et une religieuse. Alors, tu me vois aller. Oui. Puis, évidemment, j'ai lu le Crime parfait. Puis, bon, évidemment, c'est un roman policier, mais on s'aperçoit que le journaliste n'est jamais si loin que ça. Tu sais, c'est qu'on touche à des éléments, je ne sais pas, à des éléments de racisme, soit des racismes de violence, ou tu sais, en tout cas, des problèmes sociaux. On parle même de Trump à un moment donné. Tu sais. Bon, est-ce que c'est un élément important pour toi? Est-ce que tu veux sensibiliser les gens par tes romans? Sensibiliser, je ne sais pas, mais j'aime exploiter les thèmes qui sont dans l'actualité. Celui-là, le point de départ, ça a été, tu te souviens peut-être, il y a 2 ou 3 ans, ce noir qui a été tué par un policier au Minnesota qui lui avait mis le genou sur la gorge de George Floyd. Et je suis parti de là. Il y avait eu aussi à Montréal l'affaire Camara, ce ressortissant péruvien, je pense, arrêté faussement par la police. On l'accusait d'avoir voulu tirer sur un policier, etc. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Et c'est un phénomène intéressant parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un quelque part avec son téléphone intelligent qui filme la scène, qui la met sur les médias sociaux et qui donne des policiers une image extrêmement mauvaise. Alors, c'est tout ça que j'ai voulu reconstituer
J'ai eu de très longues conversations avec un ami à la retraite qui a été dans la sortie du Québec pendant 30 ans pour essayer de valider un peu tous les points de vue pour ne pas dire n'importe quoi, pour réaliser que jusqu'à il n'y a pas longtemps, les policiers n'avaient pas été formés pour faire face à la violence familiale, à toutes les questions des Autochtones, au phénomène là, de LGBT, transgenre, etc., et au profilage racial. C'est pourquoi c'est toujours les Noirs qui se font arrêter et pas les Blancs. Alors, tous ces phénomènes-là font en sorte que les policiers étaient souvent dépassés, ne savaient pas comment agir, comment se comporter avec ça. Il arrivait des situations où quelqu'un avait des problèmes de santé mentale et devenait menaçant et les policiers dépourvus tiraient sur lui. On les forme beaucoup mieux maintenant, mais il reste toujours une vieille école à la police qui dit laissez la police faire leur travail. Ce n'est pas avec des moyens communautaires, ce n'est pas avec des bons conseils que vous allez régler les problèmes. Le criminel, c'est un criminel, quelle que soit la couleur de sa peau, et s'il a commis un crime, nous, on l'arrête. S'il résiste à l'arrestation, c'est évident qu'on risque de le bousculer. Et s'il veut tirer sur nous, c'est évident qu'on va peut-être tirer sur lui avant. Alors, c'est ces deux écoles-là que j'ai essayé de mettre en parallèle dans le roman. Sans essayer de prendre parti pour l'une ou pour l'autre. C'est sûr qu'on aime tous mieux que les policiers soient mieux formés, mais on veut aussi tous que quand il arrive quelque chose, le policier soit là, qu'il soit capable d'intervenir et d'arrêter la personne qui nous menace. Mais il reste que dans le roman, là, les policiers de la vieille école, c'est pas les bons. Là. Non, c'est pas les bons. Le chroniqueur Norbert Spener, qui est le chroniqueur de roman policier par excellence au Québec, a dit de mon roman, c'est drôle, dans ton roman, les bons, c'est des femmes et les mauvais, c'est des hommes. J'ai dit, écoute, il était temps que la planète soit dirigée par des femmes. Hein, on voit ce que ça nous a amené avec les hommes au pouvoir. Mais non, écoute, c'est pas toujours évident. Les policiers, c'est comme les journalistes, c'est comme les médecins, les professeurs, il y en a des très bons, il y en a des très mauvais. Ouais. Et ça, on n'échappe pas. Ça se critique toujours un peu plus facilement de l'extérieur. Exactement. C'est la société telle qu'elle est. Les gens ne sont pas tous parfaits, mais les policiers font un travail essentiel. L'autre truc qu'on me reproche un peu, c'est d'essayer d'imaginer un soulèvement qui permettrait de renverser le Québec le gouvernement du Québec en disant, voyons, donc ça n'a pas d'allure au Québec. Et encore là, Spener disait, il était porté à penser aussi, mais quand tu regardes un peu ce que Donald Trump a fait, qu'est-ce qui s'est fait aux États-Unis dans la foulée de Donald Trump, et pas besoin d'aller très loin, le convoi des camions à Ottawa l'hiver dernier. Moi, je l'ai vécu, je les entendais, les maudits klaxons tous les jours. Convoi des camions, l'an passé, il y avait plusieurs policiers qui étaient très sympathiques aux manifestants. Et quand les gens disaient « abat Trudeau, tuons Trudeau », les policiers ne sautaient pas sur le gars pour l'arrêter. Alors, tu sais, j'espère de toutes mes forces que ça n'arrivera jamais. Mais on n'est pas à l'abri de ça au Canada et au Québec. OK. Mais la lecture de ce livre-là peut quand même, évidemment, ça reste une fiction, puis on comprend que tout ce qui se passe là, ce n'est pas des choses qui se passeraient nécessairement dans la vraie vie. Mais la lecture de ce livre-là peut quand même nous aider à comprendre, en tout cas. Oui. Tu sais, le phénomène du profilage racial, ça existe. Et c'est pas facile à contrer. Tu sais, quand tu regardes à Ottawa, entre autres, puis même à Montréal, quand tu regardes le nombre de crimes commis par des minorités ethniques, il est plus élevé qu'ailleurs. Tu sais, je te dis pas que c'est des criminels, je te dis juste que c'est plus élevé qu'ailleurs, c'est un fait. Il faut apprendre à composer avec ces gens-là, à faire en sorte qu'ils s'intègrent à la société, qu'il y ait des conditions de vie excellentes, puis ils ne vont pas passer leur nuit dans les rues à ce moment-là. Bon, mais il nous reste maintenant seulement à remercier Daniel Lessard pour une si intéressante entrevue et puis à inviter les gens, évidemment, à aller s'acheter, se procurer son livre. Et puis, on se dit peut-être au prochain livre. J'espère bien. Merci, Jacques. Salut bien. Salut, à la prochaine. Et voilà qui complète notre émission. J'espère que vous l'avez apprécié. Puis si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à en parler à vos amis. On vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission. Et puis d'ici là, vous pouvez toujours nous envoyer vos commentaires ou encore faire vos suggestions pour en savoir plus à commercial sojetel.net. Bonne semaine.